Bonjour, bonne année, parce qu'on ne se le souhaitera jamais assez. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêts. Qui je suis? Je m'appelle Fabien Vanier, je suis urgentiste. Je viens des Hauts-de-France, du Nord quoi. Depuis 2017, je travaille à La Réunion, une île magnifique, et je suis maintenant chef du pôle urgence médecine Nord du CHU de La Réunion. Bref, olympisme et médecine d'urgence, est-ce que l'essentiel, c'est vraiment de participer? Et si j'ai la chance de participer aujourd'hui avec cette communication, c'est parce que je fais partie de la commission risque de la SFMU, qui est une grande fierté pour moi. Merci patronne pour ta confiance. En matière de retour d'expérience et de revue de morbimortalité, va-t-on juger sur les moyens ou sur les résultats? L'olympisme, avec ses idéaux de plus vite, plus haut, plus fort, veut dire quelque chose pour nous. En médecine d'urgence, notre objectif est de toujours atteindre l'excellence, de nous améliorer continuellement et de répondre rapidement et efficacement aux situations critiques. Ces idéaux collent à notre approche de la gestion des risques, où l'analyse rigoureuse, la prévention et la capacité à tirer des leçons de chaque événement sont essentiels. Dans cette optique, les outils tels que les CREX et les RMM sont nos alliés dans la quête d'une pratique de médecine d'urgence sans cesse améliorée. Ils nous permettent de juger non seulement les résultats, mais aussi les moyens déployés dans un esprit d'amélioration continue et de préparation optimale face aux défis à venir. Le parallèle avec l'aéronautique est clair. Dans les deux domaines, la gestion des risques et la prévention des incidents sont fondamentales. Les leçons apprises dans le cockpit ou dans la salle de contrôle peuvent enrichir notre perspective en médecine d'urgence, nous montrant comment l'esprit olympique d'excellence et de dépassement peut guider nos actions et nos décisions. Ainsi, au cours de cette présentation, nous avons détaillé comment l'olympisme, dans sa quête d'excellence, peut inspirer et façonner notre politique de gestion des risques en médecine d'urgence pour le bien-être de nos patients et la sécurité de nos pratiques. L'olympisme, bien plus qu'une simple référence au JO, est un ensemble de valeurs et de principes qui matchent avec notre pratique quotidienne en tant que médecin urgentiste. Valeurs d'excellence, de respect et d'amitié. Chaque jour, nous nous efforçons d'atteindre l'excellence dans notre pratique, non pas pour la gloire personnelle, mais pour le bien-être de nos malades. Le respect envers nos collègues, nos patients et leurs proches est le fondement de notre interaction humaine. Et l'amitié, ou plutôt l'esprit d'équipe, c'est ce qui nous permet de travailler ensemble dans les moments les plus critiques. Ces valeurs olympiques qui guident non seulement dans notre approche individuelle des soins d'urgence, mais aussi dans notre approche collective. Comme dans une équipe olympique, chaque membre, médecin, cadre, infirmier, aide-soignant, personnel d'entretien, secrétaire, assistante sociale, joue un rôle important et c'est ensemble que nous parvenons à offrir les meilleurs soins à nos patients. Ce qui fait notre force, c'est cette capacité à travailler en équipe, à communiquer efficacement et à rester concentré sous pression. Des gens chez qui l'esprit d'équipe veut dire quelque chose, les policiers du RAID. Le RAID, le groupe d'intervention de la police nationale, est forcément associé à un travail d'équipe. Le RAID, c'est une association de savoir-faire et d'individus. Tout seul, on ne peut pas réussir à faire une intervention. On a besoin de chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. On a besoin des techniciens pour voir ce qui se passe derrière une porte avant de rentrer chez un terroriste, par exemple. On a besoin de l'équipe d'effraction qui, eux, vont ouvrir la porte, qui vont faire en sorte qu'on puisse rentrer. Derrière, les autres vont rentrer pour interpeller l'individu. Et même dans cette phase-là, rien ne se fait tout seul. À partir du moment où moi, je vais prendre à gauche, je sais que mon collègue derrière prendra à droite, va faire mes arrières. C'est une somme d'individus. Chaque rôle est tenu par ces individus et fait que l'équipe peut performer. Voilà, c'est vraiment le résultat de l'équipe. C'est le service qui arrive à résoudre un problème. Et tout seul, évidemment, on ne peut pas tout faire. Et cet esprit d'équipe qu'on a au RAID, je l'ai symbolisé à travers une intervention, mais on le retrouve après aussi, une fois que l'intervention est terminée, que ce soit dans le soutien, tout simplement, dans le soutien des collègues, parce qu'il y a des fois, on peut être un peu moins bien, et donc c'est vrai que ça, on le ressent, c'est un lien très fort, et on le ressent beaucoup au sein de l'unité. Comme ces policiers d'élite, nous faisons face à des situations imprévisibles où la rapidité d'action, la précision et le soutien mutuel sont essentiels. La maxime olympique, plus vite, plus haut, plus fort, nous parle en médecine d'urgence. Dans notre domaine, être rapide peut sauver une vie. Viser haut est synonyme d'aspirer à la meilleure qualité de soins. Et être fort signifie maintenir notre intégrité et résilience face à des conditions d'exercice parfois difficiles. Enfin, l'olympisme en médecine d'urgence, c'est comprendre que participer, c'est déjà un acte de courage et de dévouement. Tout comme les athlètes ou les membres du RAID, nous sommes engagés dans une quête constante d'amélioration guidée par des valeurs de courage, de respect et de solidarité. C'est cet esprit qui nous inspire et nous motive à offrir le meilleur de nous-mêmes chaque jour. Est-ce qu'il y a un sujet entre la médecine d'urgence, la gestion des risques et la politique d'amélioration de la qualité ?
Si on prend les chiffres de Reliance, on remarque que le nombre de réclamations en responsabilité civile suit une croissance linéaire, que ce sont les causes médicales qui sont largement majoritaires et que la médecine d'urgence occupe le 3e rang avec près de 12% en termes de réclamations. En termes de risque, selon la HAS, la médecine d'urgence se place au même niveau que la pratique de l'ULM. Et malheureusement, mon instructeur de vol l'a payé de sa vie en août 2022. Toujours selon la HAS, à la question de savoir si on a amélioré la sécurité des patients et des soins, la réponse est non. Globalement, ça fait peur. Réponse plus optimiste en ce qui concerne des domaines plus ciblés, tels que l'erreur de patient, même en cas de multiples victimes, ou de sites opératoires, d'infections sur cathéter, etc. Mais pourquoi on n'a pas amélioré la sécurité de manière globale? Quelles peuvent être les causes? Tout d'abord, la pression sociologique. En France, en 2050, près de 32% de la population aura plus de 60 ans. Mais il y a vieillir en termes d'espérance de vie brute et bien vieillir en termes d'espérance de vie en bonne santé. Et nous nous plaçons en tête, puisque la France est à la 16e position. Puis, la pression technologique. L'hôpital fait des projets techniques, coûte plus cher, mais renvoie au domicile de plus en plus vite les malades. Et les urgences, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, et ainsi on ne parle des urgences que quand il y a des drames. Quand je fais cette présentation, je trouve cette actualité du CHU de Nantes où une malade âgée est décédée aux urgences en attente d'un lit. Enfin, la pression des événements, ou ici des éléments avec Bellal, résumé en une slide, 96 heures de gestion de crise. Littérature. Pas du tout neuf, mais 2 articles qui font le parallèle entre l'aéronautique et les soins intensifs, démontrant qu'à un niveau de compétence égal, il y a plus de risques d'erreur médicale que de risques de sortie de piste. L'article qui a été la révélation et la prise de conscience en termes de politique de gestion des risques paraît en 2000 et met en évidence que 44 à 98 000 Américains meurent chaque année d'une erreur médicale par défaut de bonne prise en charge. C'est la 8e cause de décès. Ça représente un Boeing 747 qui va au tas tous les 2 jours. Et donc, est-ce qu'on a amélioré la sécurité? Non, globalement, si on compte les effets indésirables graves au niveau des hôpitaux ou des nations. Un événement indésirable, selon la HAS, c'est la situation qui s'écarte de procédures ou de résultats escomptés dans une situation habituelle et qui potentiellement serait source de dommages. L'événement indésirable est considéré comme grave s'il y a décès, mise en jeu du pronostic vital, perte permanente de fonction, hospitalisation en réanimation, etc. L'événement porteur de risque, c'est un événement n'ayant pas engendré de conséquences graves pour le patient, c'est le presque accident et stoppé en général par une action humaine. Le nombre d'événements indésirables déclarés suit une vraie progression depuis 2017 avec des disparités selon les régions. Et le podium des déclarations retrouve l'erreur médicamenteuse en 3, les chutes en numéro 2 et le suicide en première place. En France, Enéis 3 a eu lieu entre mars et mai 2019. 4800 patients ont été observés et sur ce qui représente presque 22 000 journées d'hospitalisation, 123 événements indésirables graves ont été identifiés. Cela représente 4 événements indésirables graves par mois dans un service de 30 lits. Les principaux enseignements d'Enéis sont que tous les types de spécialités et d'établissements sont concernés par les événements indésirables graves qui restent peu signalés et que le facteur humain est un des facteurs déterminants dans leur survenue. Fort de ces constats, c'est quoi la gestion des risques? Quelques exemples de risques dont celui de ne pouvoir placer un mot quand on modère avec Mathias Vargon, qui par ailleurs est un mec formidable et j'ai eu la chance de faire sa connaissance l'année dernière. La gestion des risques selon la HAS est le processus régulier, continu et coordonné qui permet l'identification, l'analyse, le contrôle et l'évaluation des risques qui ont causé ou auraient pu causer des dommages à une personne ou à des biens. Initier, organiser et piloter la démarche, telles sont les tâches de la gouvernance en matière de gestion des risques associés aux soins. Le plus souvent, c'est le modèle PDCA qui est retenu, en tout cas celui que j'ai toujours vu décliner et qui concerne le principe d'amélioration continue en qualité-sécurité. Il repose sur des cycles itératifs selon la route d'Hamming. Ces temps successifs sont l'état des lieux, évaluation initiale, la réaction, l'analyse et le choix de mesures, la mise en œuvre de celle-ci, l'évaluation des résultats et le réajustement éventuel. Si on veut donner une typologie de défaillance des systèmes complexes, le modèle bien connu de tranche de fromage suisse développé par James Reason offre un cadre simple à la gestion systémique des risques. L'idée générale du modèle est qu'un système complexe met en jeu beaucoup d'acteurs et de ressources, chacun d'eux ayant des faiblesses mais aussi des forces en matière de sécurité. Un système sûr possède une combinaison de 3 types de barrières. Les barrières de prévention qui empêchent la survenue de l'erreur et de l'accident. Les barrières de récupération, l'erreur est commise mais récupérée avant d'avoir des conséquences. Les barrières d'atténuation des effets. L'accident est avéré mais les conséquences sont limitées.
La sécurité ne consiste pas à supprimer les erreurs, mais à les gérer de façon adaptée. Ce modèle renvoie aussi à d'autres aspects fondamentaux de la gestion des risques, liés aux facteurs humains et organisationnels. Toute la gestion des risques nous vient de l'aérien. Écoutons un expert de notre jolie compagnie réunionnaise, Air Austral. Dans l'aérien, en fait, jusque fin des années 70, début des années 80, on a cherché à supprimer l'erreur chez l'humain. Sauf que errare humanum est, ça date du latin, ça date pas d'hier. L'humain fait des erreurs. Errare humanum est, l'erreur est humaine. Et du coup, ce qu'on a cherché à faire, c'est à comprendre pourquoi on fait des erreurs. Et si on comprend pourquoi on fait des erreurs, on pourra peut-être mieux l'appréhender. Et ce qui est encore plus important, c'est d'accepter qu'on fait des erreurs, et deux, qui est aussi important, c'est de savoir les détecter pour pouvoir les corriger. Mais en premier lieu, il faut accepter que l'humain fait des erreurs. Et c'est quantifié dans l'aérien. Je pense que c'est l'humain d'une manière générale. Si on compte en nombre d'erreurs par heure, on fait entre 7 et 8 erreurs par heure par humain. Donc ce qui est important, les détecter pour pouvoir les corriger et ne pas arriver à ce qu'on appelle dans l'aérien une situation indésirée de l'aéronef. Donc voilà, et c'est de là qu'est parti le Crew Resource Management. Alors, initialement, ça s'appelait Cockpit Resource Management. C'était uniquement destiné aux pilotes. Ensuite, on a appelé ça le Crew Resource Management. Et je suppose que demain, on appellera ça le Company Resource Management. Pourquoi ? Parce que, alors, Crew Resource Management, il faut le voir en traduction française, c'est le management des ressources, mais des ressources de l'humain. Et l'humain, il a ses avantages, il a ses inconvénients, il a ses faiblesses. Et dans ces faiblesses, il y a les erreurs. L'acceptation des erreurs est traitée par les compagnies aériennes, quelque chose qui est complètement réglementé, par un service de gestion de la sécurité. SGS, service de gestion de la sécurité. Et ça englobe tout le monde. Je dirais en 2024, jusqu'en 2021-2022, on parlait de facteurs humains. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus, et c'est écrit dans notre réglementation, de facteurs organisationnels et humains. Pourquoi ? Parce que souvent, on entend à la télé, on dit il y a eu un accident ou un incident sans fatalité, c'est suite à une erreur humaine. Oui, certes, mais il faut aller chercher plus loin derrière. Pourquoi ? Parce que ça peut être une erreur humaine, et je vais prendre un exemple qui est très précis. Il y a eu un accident où l'élément perturbateur qui est vraiment prouvé et avéré, c'est la fatigue. Les pilotes étaient fatigués. Bon, donc c'est une erreur humaine parce qu'il était fatigué. Oui, mais s'il est fatigué parce que la compagnie aérienne n'a pas mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'il n'arrive pas dans des conditions de fatigue extrêmes, là c'est plus un problème d'organisation. Donc ça n'est plus un problème de facteur humain, mais c'est un problème organisationnel et humain. On a vu que dans l'aérien, la prise en compte de la gestion des risques était une affaire sérieuse. Qu'en est-il à l'hôpital public ? Alors, la principale difficulté, c'est de sortir d'un dispositif qui aurait pu, par le passé, être vécu comme un pseudo-tribunal où on cherche des culpabilités individuelles, ce qui n'est pas du tout le cas. On est vraiment dans un dispositif de l'erreur apprenante, de réflexion collective, où on est vraiment dans chaque situation qui a pu arriver à un individu ou à un groupe d'individus peut arriver ailleurs, en d'autres endroits, à d'autres personnes. Et donc, ce qui m'est arrivé de négatif, comment on peut faire collectivement pour que ça ne se reproduise pas. Donc on est vraiment, l'adhésion des professionnels, c'est vraiment de les déculpabiliser de l'événement et de se dire que justement, leur contribution à l'analyse et à ce qu'ils ont vécu portera bénéfice à leurs collègues et aux autres patients qui seront pris en charge dans les mêmes conditions. Donc CREX et RMM sont deux dispositifs d'analyse collective rétrospective d'événements indésirables, à l'hôpital surtout associés aux soins, qui permettent de réfléchir en équipe sur les circonstances de survenue d'une situation qui a ou qui aurait pu être dommageable pour le patient, définir et de réfléchir aux causes directes et indirectes qui ont pu conduire à cet événement indésirable, réfléchir aussi sur les barrières qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné pour, de manière collective, envisager des actions d'amélioration. L'objectif premier, c'est donc que chaque événement qui a donné lieu à des incidents dommageables ou qui auraient pu l'être ne se reproduise pas à l'avenir. Donc on est vraiment dans la culture de la pédagogie par l'erreur,
d'utiliser les situations qui ont pu provoquer des problématiques comme pouvant servir à améliorer de manière pédagogique les pratiques et les procédures, les protocoles en place au sein de l'institution hospitalière. Et au total, est-ce que le jugement va porter sur les moyens ou sur le résultat? Alors on est dans l'analyse des moyens et de l'ensemble des dispositions de prévention du risque qui avaient été en a priori mises en place. Et puis on est dans la culture quand même de l'évaluation du résultat, puisque lorsqu'on analyse les situations, que ce soit en revue de morbimortalité ou en comité de retour d'expérience, l'analyse des événements indésirables nous permet aussi de faire le point sur les résultats obtenus par les dispositions mises en place, que ce soit les moyens, les outils, les protocoles de sécurisation. Donc l'ensemble du dispositif, c'est est-ce qu'il porte les résultats attendus ou non. Souvent, les barrières qui fonctionnent, c'est qu'on est dans des résultats plutôt positifs de ce qu'on a mis en place. Là où il y a des dysfonctionnements, c'est qu'il y a des résultats perfectibles sur la prise en charge du patient. Au total, olympisme et médecine d'urgence, ça a du sens, nous l'avons vu. Même valeur d'excellence, de respect et d'amitié. Et pour s'améliorer, l'analyse des pratiques et la gestion des risques sont impératifs. Mais actuellement, ces pratiques ne sont analysées que suite à des résultats défavorables, voire à des décès. Si on fait du prospectif, c'est via la cartographie des risques, par exemple, pour se demander où ça pourrait bien pêcher. Dans l'avenir, il faudra prendre aussi l'habitude d'analyser ce qui marche bien, ce qui a bien marché, les bons moyens mis en œuvre, et pas seulement quand ça ne va pas. Un grand merci à Anaïs Seri de Reliance, au Major Voss du Raid Réunion, et le Raid Réunion c'est la famille. Merci à Vincent Rivière d'Air Austral et merci à Fred Boisseau de la direction de la qualité du CHU de la Réunion. Merci à tous.